Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, je m'appelle Pankpama Badiaoui Beda, professeur d'histoire-géographie au lycée Lomé-Port. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire-géographie ECM et nous allons nous adresser aux élèves des classes de première et terminale. Notre domaine de révision va concerner les évaluations, c'est-à-dire la méthodologie des différents sujets d'examen en histoire et géographie. Nous allons vous parler de comment traiter les sujets d'histoire-géographie aux différents examens. Comment réussir un devoir en histoire-géographie ECM. Pour réussir le sujet d'histoire et de géographie, il faut une préparation tout au long de l'année. On ne se lève pas du jour au lendemain pour faire un sujet. Un travail au quotidien, c'est-à-dire vous devez être toujours assidu et suivre attentivement les cours en classe. Lire et relire les cours pour mieux les posséder, sans toutefois toujours chercher à les bûcher. L'essentiel, c'est leur compréhension. Il y a des élèves qui bûchent seulement les cours. Ce n'est pas cela. Il faut maîtriser les cours d'abord. Il faut les approprier. En histoire et géographie, il faut chercher à comprendre le pourquoi et le comment des événements historiques et faits géographiques. Faire son propre résumé à partir des grandes lignes du cours. Quand vous prenez un cours, vous devez faire un résumé, un bref résumé. Traitez régulièrement les exercices, exactement comme vous traitez l'exercice de mathématiques ou de physique. Des gens pensent qu'il faut traiter seulement l'exercice en maths et en physique sans apprendre à traiter l'exercice en histoire, géographie, SM. Non, ce n'est pas comme ça. Le commentaire dirigé de documents. Le commentaire dirigé de document consiste à répondre aux questions qui accompagnent ce document. Quand on parle du document, ça peut être un texte. Le document peut être un texte, des tableaux statistiques, des courbes statistiques, des cartes, des diagrammes, et j'en passe. Le document et les questions doivent être lus attentivement et à plusieurs reprises avant de commencer par donner les réponses. On ne lit pas une fois un document ou un texte et on se lance sur les questions. Pour réussir le commentaire de document, il faut au préalable maîtriser le cours. C'est-à-dire le document qu'on va vous présenter comporte des éléments qui vous montrent de quel cours il s'agit. Il y a plusieurs types de sujets lors de l'évaluation aux différents examens de BPC, de Bac 1 et Bac 2. Les plus courants sont les questions à réponse courte. On appelle ça les QRC. Les questions-réponses à choix multiples, on appelle ça les QCM. Il y a également le sujet de dissertation, le commentaire dirigé de documents. Voilà les différents types de sujets qu'on vous propose aux différents examens. Nous allons commencer par parler du commentaire du texte. Ici, le document est un texte qui comprend généralement
un titre qui donne l'orientation du texte. Le texte lui-même, la source qui comporte le nom de l'auteur, l'ouvrage, d'où est tiré le texte, la maison d'édition et l'année d'édition. La source se trouve en général à la fin du texte, mais peut aussi être placée en début du texte. Une série de 3, 4 ou 5 questions au maximum peuvent être également posées. Comment situer ou placer un texte dans son contexte historique? Suivez bien mes apprenants, les élèves, mes chers élèves, vous qui nous écoutez à la radio ou à la télé, comment on situe un texte dans son contexte historique. Situer un texte dans son contexte historique revient à placer un texte dans son contexte en citant ou en s'appuyant sur 4 éléments importants ou essentiels, qui sont le nom de l'auteur, le présenter si on le connaît. Si vous connaissez l'auteur, vous parlez un peu de lui. Vous dites ce qu'il fait, s'il a été un homme politique, enfin, tout ce qu'il a eu à faire. La nature du texte, il peut s'agir d'un récit, un discours, une lettre, un traité, un article de journal ou un mémoire. Il y a également le contexte général, le cadre historique général auquel se rattache le texte et enfin le contexte précis. C'est l'événement historique précis auquel se rapporte le texte. Je dis que pour situer un texte dans son contexte historique, vous devez vous atteler sur 4 éléments. La nature, l'auteur, le contexte général et le contexte précis. Au-delà de ces réponses, on peut ajouter un contexte géographique. Dire si la date du texte est contemporaine, c'est-à-dire qu'en évoquant le texte, c'était à l'époque de l'auteur, à l'événement dont il s'agit. La réponse doit être essentiellement rédigée. Je vous rappelle, quand on dit de situer un texte dans son contexte historique, on ne fait pas ça en tiret. On met tiret l'auteur, tiret nature, tiret contexte général. Non, ça se rédige en paragraphe. Un nota bene, il peut arriver qu'on demande de situer 2 ou 3 textes dans leur contexte historique. Dans ce cas, la réponse est toujours unique. Ce n'est pas parce que c'est 2 textes. Vous allez situer un texte, après vous prenez un deuxième texte, vous le situez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça doit être une réponse unique. Les auteurs et la nature de ces textes peuvent être différents. Naturellement, le texte, les 2 textes ou les 3 textes vont avoir des auteurs différents ou des natures différentes. Mais le contexte général et le contexte précis sont les mêmes. Si ce n'est pas le cas, la question doit être reformulée. J'espère que vous me suivez. Quel qu'en soit le nombre de textes que vous devez situer, ça se fait en un paragraphe, mais le contexte général et précis se trouve et doit être la même chose. C'est les auteurs et la nature de ces 2 textes qui diffèrent. Un conseil à vous donner. Le devoir doit être aéré, sans rature. Pour ce faire, il faut séparer les réponses à chaque question par 1 ou 2 lignes. Cela permet même, si besoin il y a, d'avoir de l'espace pour ajouter des éléments à une réponse sans surcharger. C'est-à-dire que si vous avez fini de répondre à une question et vous avez laissé 1 ou 2 lignes, en réalisant la question, vous vous rendez compte que la réponse n'est pas suffisante, vous allez apporter également un ajout à la réponse sans rassurer ou sans surcharger. Le commentaire de carte, de tableau statistique, de graphique. Pour la carte, ce
rapportés au titre et à la légende pour en comprendre le ou les phénomènes géographiques ou les faits historiques décrits, les analyser minutieusement et répondre aux questions posées. Et en prenant une carte par exemple, vous devez voir, il y a le titre, les dates, et tout ça là vont vous permettre de pouvoir faire votre travail. Les tableaux et courbes statistiques, on distingue les tableaux de répartition qui proposent des données statistiques sur différentes composantes, production, emploi, prix, à une même date. Et ça doit être, bien sûr, la même date. Si les dates sont différentes, on va vous le signaler. Les tableaux de comparaison qui présentent l'évolution d'un même phénomène à des dates différentes. Les tableaux d'évolution qui expriment les variations dans le temps et dans l'espace d'un phénomène précis de façon continue, un chiffre par année, ou discontinu, en ne retenant que certaines années. Exercice d'application. Si vous avez suivi, nous allons faire un petit exercice d'application pour montrer comment vous devez faire le travail en matière de commentaire du texte. Il y a un texte pour ceux qui nous suivent à la radio. Je vais lire le texte. La guerre actuelle de l'Allemagne contre le commerce est une guerre contre l'humanité. C'est une guerre contre toutes les nations. Des navires américains ont été coulés et des vies américaines ont été perdues dans des circonstances qui nous ont profondément remués. Notre modèle ne sera pas la vengeance ni l'affirmation de la force physique de notre pays, mais seulement la revendication du droit humain dont nous ne sommes qu'un des champions. Nous sommes heureux de combattre ainsi pour la paix définitive du monde, pour la libération de tous les peuples, sans excepter l'Allemagne elle-même, pour les droits des nations grandes et petites et pour les droits de tous les hommes à choisir les conditions de leur existence et de leur obédience. La démocratie doit être en sûreté dans le monde. La paix du monde doit être établie sur les fondements éprouvés de liberté politique. Discours du président américain Woodrow Wilson prononcé le 2 avril 1917. Je reprends la lecture du texte. La guerre actuelle de l'Allemagne contre le commerce est une guerre contre l'humanité. C'est une guerre contre toutes les nations. Des navires américains ont été coulés et des vies américaines ont été perdues dans des circonstances qui nous ont profondément remués. Notre modèle ne sera pas la vengeance ni l'affirmation de la force physique de notre pays, mais seulement la revendication du droit humain dont nous ne sommes qu'un des champions. Nous sommes heureux de combattre ainsi pour la paix définitive du monde, pour la libération de tous les peuples sans excepter l'Allemagne, elle-même, pour les droits des nations grandes et petites et pour les droits de tous les hommes à choisir les conditions de leur existence et de leur obédience. La démocratie doit être en sûreté dans le monde. La paix du monde doit être établie sur les fondements éprouvés de liberté politique. Discours du président américain Woodrow Wilson prononcé le 2 avril 1917. C'est un document, c'est un texte, et ce texte va être suivi de questions que vous allez répondre. La toute première question, quand on donne un texte, que ce soit au bac 1 à l'examen ou au bac 2, on vous demande de situer le texte dans son contexte historique. Deuxième question, énumérer les causes lointaines et donner la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. Troisième question, quelles sont les raisons profondes et la cause immédiate de l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial?
Question 4. Faites un bref bilan de la Première Guerre mondiale. Je reprends. Suivez. 1. La première question. Situez le texte dans son contexte historique. 2. Énumérez les causes lointaines et donnez la cause immédiate de la Première Guerre mondiale. 3. Quelles sont les raisons profondes et la cause immédiate de l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial? 4. Faites un bref bilan de la Première Guerre mondiale. Je continue les questions. Question 5. Cette guerre n'a pas épargné l'Afrique. Quelle est la contribution de l'Afrique à cette guerre? 6. Après la guerre, un important traité fut signé en vue du règlement du conflit. Petit a, quel est ce traité? Situez-le dans le temps et dans l'espace. Petit b de 6. De ce règlement est issue une institution internationale pour sauvegarder la paix mondiale. Laquelle? C'est-à-dire, quelle est cette institution? Rappelez ses objectifs. Je reprends les 2 dernières questions. Question 5. Cette guerre n'a pas épargné l'Afrique. Quelle est la contribution de l'Afrique à cette guerre? 6. Après la guerre, un important traité fut signé en vue du règlement du conflit. Quel est ce conflit? Petit a. Situez-le dans le temps et dans l'espace. 6. Après la guerre, un important traité fut signé en vue du règlement du conflit. Quel est ce traité? Situez-le dans le temps et dans l'espace. B. De ce règlement est issue une institution internationale pour sauvegarder la paix mondiale. Laquelle? Rappelez ses objectifs. Voilà les questions qu'on vous pose après un document, après un texte. On vient de lire le texte. Vous voyez, moi j'ai lu ça 2 fois. Vous n'allez pas lire ça 2 fois. Un document ou un texte, pour mieux le comprendre, il faut le lire 2, 3, 4, 5 fois. Et même comprendre les mots un peu difficiles. Tel étant, nous pouvons commencer par répondre aux questions. J'espère que quand on a lu 2 fois, vous avez eu le temps de réfléchir un peu sur les questions. La première question nous demandait de situer le texte dans son contexte historique. Habituellement, quand nous faisons la correction, et vous voyez dans les annales, on met auteur. Ici, l'auteur, c'est le président américain Wilson. Il a prononcé ça le 2 avril 1917. C'est l'auteur, ça. La nature, on met nature, 2 points, discours. C'est comme ça, vous voyez, habituellement dans les annales. Auteur, Wilson, nature, discours. Contexte général. 2 points, vous voyez, Première Guerre mondiale. J'ai dit contexte général, Première Guerre mondiale. Contexte précis, l'entrée en guerre des États-Unis. Mes amis, ce n'est pas comme ça, vous devez nous présenter ça pendant les périodes, même en classe ou à l'examen. Ce n'est pas comme ça qu'on répond à la question de la situation du texte dans son contexte historique. Ça se fait en paragraphe. Je reprends maintenant en mettant ces éléments, l'auteur, nature, contexte général, contexte précis, en paragraphe. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous devez dire maintenant, le texte est extrait d'un discours prononcé par le président américain Wilson le 2 avril 1917 devant le Congrès. Il se situe dans le contexte général de la Première Guerre mondiale et dans le contexte précis, l'entrée en guerre des États-Unis. J'espère que vous m'avez suivi. Et plus jamais ne faites pas
ses erreurs, auteur, 2 points, Wilson, et nature, discours, contexte général, Première Guerre mondiale, contexte précis, entrée en guerre. Non, faites ça en paragraphe. Deuxième question, on nous disait de donner les causes lointaines de la Première Guerre mondiale. Il y a plusieurs causes. Les causes économiques, ici il y a les rivalités économiques entre les puissances européennes. Les causes politiques, la formation et la consolidation des alliances. Les causes militaires, ça c'est la course aux armements. Les crises internationales, il y a là les crises marocaines et les crises balkaniques. Voilà les causes lointaines de la Première Guerre mondiale. Et on vous dit de donner la cause immédiate. Réfléchissez un peu, la cause immédiate, ça c'est l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, où le prince héritier d'Autriche-Hongrie François Ferdinand et sa femme Sophie furent assassinés par un étudiant serbe du nom de Principe. C'est un assassinat qui a constitué la cause directe. 3. On vous demandait de donner les causes de l'entrée en guerre des États-Unis. Et il y a les causes profondes et la cause immédiate. Cause profonde. Il y a la paralysie du commerce international à cause de la guerre sous-marine allemande. Autre cause, la sympathie des États-Unis pour les Alliés, la faillite des banques américaines en cas de défaite des Alliés. Voilà les causes profondes. Et la cause immédiate, c'est le torpillage du paquebot Lusitania ayant entraîné la mort de plusieurs Américains à son bord, qui a entraîné l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Les causes profondes, la paralysie du commerce international à cause de la guerre sous-marine allemande. Une autre cause, la sympathie des États-Unis pour les Alliés. Une autre, la faillite des banques américaines en cas de défaite des Alliés. Une autre cause, la défense de la liberté des mers. Et enfin, la menace de la démocratie et de la paix par l'Alliance. Voilà les causes profondes. Et la cause immédiate, c'est le torpillage du paquebot Lusitania ayant entraîné la mort de plusieurs Américains à son bord, qui a entraîné l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. À la question 4, on nous demandait de faire un bref bilan de la Première Guerre mondiale. Quand on parle de bilan, c'est les conséquences. Quand on vous dit de faire un bilan, c'est de donner les conséquences. Ici, les conséquences, ne pensez pas quand on parle de conséquences, c'est toujours négatif. Ou les conséquences négatives ou positives, non. Les conséquences peuvent être positives ou négatives. Ici, au niveau de la guerre, c'est que les conséquences négatives ont été plus importantes que les conséquences positives. Alors, ces conséquences sont des milliers de pertes en vie humaine. Ici, on a enregistré 8 à 10 millions de morts au cours de la Première Guerre mondiale. On a enregistré également des pertes financières énormes, très énormes, qui a entraîné l'endettement. Il y a les dégâts matériels importants. Ici, la destruction des villes, des industries, des voies de communication, des plantations. Perte de prestige de l'Europe dans le monde, surtout dans les colonies. Modification de la carte politique de l'Europe. La guerre a cependant profité à certains pays neufs, comme les États-Unis, le Brésil, l'Argentine. Ici, quand on a parlé de perte de prestige de ces puissances, cela a avantagé également les Africains. Nous, on a profité par réclamer et obtenir notre indépendance. On a vu leur faiblesse, et parce qu'on pensait qu'ils étaient des gens intouchables. Mais la guerre a montré leur vraie physionomie et cela a profité aux colonies. 5. Quelle est la contribution de l'Afrique à la Première Guerre mondiale? Contribution.
L'Afrique a servi de champ de bataille. Elle a fourni des combattants. Ici, c'est les tirailleurs sénégalais. Elle a fourni des vivres et des matières premières à travers les travaux forcés. Elle a fourni des capitaux à travers l'augmentation des impôts et des taxes. Question 6. On avait posé comme question quel était le traité qui a été signé à la suite de cette guerre. Le traité de Versailles, c'était le traité de Versailles en petit A, signé le 28 juin 1919 au château de Versailles à Paris en France. Et B, on a dit qu'il y a une institution qui a été créée à la suite de la guerre. L'institution, c'était la Société des Nations, SDN. Les objectifs de la SDN sont garantir la paix et la sécurité dans le monde, renforcer les chances de paix à travers le désarmement, créer des garanties mutuelles d'indépendance politique des États. Voilà les questions qu'on nous avait posées à la suite du document du texte. On a fini de répondre. Vous allez les reprendre et bien les maîtriser. Mais avant de se séparer, pour cette partie, nous allons vous donner un exercice de maison. Exercice à traiter à la maison. Suivez. 1. Comment la crise économique de 1929, d'origine américaine, est-elle devenue mondiale? 2. Retrace les conséquences de la crise économique de 1929 sur les plans administratifs et économiques. Je reprends. Comment la crise économique de 1929, d'origine américaine, est-elle devenue mondiale? Retracer les conséquences de la crise économique de 1929 sur le plan administratif et économique au Togo. Je dis bien de retracer les conséquences de la crise économique de 1929 sur les plans administratifs et économiques au Togo, dans notre pays. Troisième question. Par 2 exemples, montre que les peuples du Togo ont réagi à la conquête et à l'exploitation de leur pays par les puissances européennes. 4. Quel avantage la France a-t-elle tiré de la Première Guerre mondiale? Je reprends. Question numéro 3. Par 2 exemples, montre que les peuples du Togo ont réagi à la conquête et à l'exploitation de leur pays par les puissances européennes. Numéro 4. Quel avantage la France a-t-elle tiré de la Première Guerre mondiale? Nous sommes arrivés à la fin de notre révision sur le cours de la méthodologie des classes de première et de terminale. Et on va se séparer. Si j'ai un conseil à vous donner, les cours d'histoire et de géographie dans les classes de première et de terminale doivent être bien révisés et appris dès le premier jour de la rentrée. On n'entend pas la veille de l'examen pour commencer par réviser les cours. Vous-même, vous savez que les cours sont vastes et qu'on ne peut pas entendre. Il faut également traiter les cours d'histoire-géographie comme on traite les exercices de maths et de physique, même d'SVT. Des gens pensent qu'il faut seulement lire, on ouvre le cahier, on lit, c'est fini. Prenez des épreuves, prenez des exercices, traitez comme vous traitez la mathématique et la physique. Comme ça, vous allez bien comprendre le cours et obtenir de bons résultats. Merci.